L'Italie est l'une des économies les plus fascinantes du monde. Elle est confrontée à la plupart, sinon à la totalité, des grands défis économiques auxquels sont également confrontés les autres pays du monde, mais elle parvient à tous les relever en même temps. En effet, l'Italie a l'un des niveaux de dette nationale les plus élevés au monde. Sa population est vieillissante et elle connaît un exode des quelques jeunes travailleurs qualifiés qu'elle possède encore. Elle est aussi confrontée à des inégalités régionales, à une croissance atone, à des recettes fiscales peu fiables. Enfin, ces industries, autrefois leaders sur le plan mondial, sont dépassées par la concurrence internationale. L'Italie constitue par ailleurs une excellente étude de cas en tant que pays ayant fait face à des problèmes tels que la mondialisation, le friendshoring et la restriction des échanges. Cette dernière suscite de nombreuses inquiétudes entre des pays tels que les États-Unis, la Russie, la Chine, les États du Golfe et, bien entendu, l'Europe elle-même. L'Italie est confrontée à bon nombre de ces inconnus depuis au moins 2 décennies, et c'est en partie la raison pour laquelle le pays est une économie en déclin depuis 15 ans maintenant. Cela peut sembler grave, mais c'est étrangement quelque chose que, d'une part, l'économie prend à bras le corps et qui, d'autre part, a fait de l'économie le foyer de certains des taux de pauvreté les plus élevés de l'Union européenne, cet ensemble de pays généralement associés à une richesse relative, du moins par rapport à la plupart des nations du monde. Même si les similitudes ne sont pas parfaites, les économistes peuvent tirer de nombreux enseignements de ces défis. Au-delà d'un aperçu de ce que pourrait être l'avenir de nos propres économies, l'Italie présente des caractéristiques économiques vraiment fascinantes. Ces dernières valent la peine d'être explorées individuellement pour la seule raison qu'elles sont extrêmement intéressantes. Avec l'Allemagne et la France, l'Italie représente plus de la moitié de la production économique totale de l'Union européenne, une union qui forme collectivement la deuxième plus grande économie opérationnelle du monde. Malgré cette production déjà impressionnante, l'économie italienne pourrait être bien plus importante que ce que son gouvernement voudrait admettre. Ces dernières années, le marché noir a représenté jusqu'à un quart de la production économique totale de l'Italie. Bien que la logique voudrait que l'on pense aux parrains, la réalité est encore plus étrange et plus intéressante. Pour comprendre tout ce que l'économie italienne peut nous apprendre, nous devons, comme toujours, répondre à quelques questions simples. Comment l'une des économies avancées à la croissance la plus rapide au monde a-t-elle pu cesser de croître presque instantanément, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois ? Qu'est-ce que le pays a fait de bien et de mal en faisant face à sa longue liste de défis ? Qui est vraiment à blâmer pour la stagnation économique du pays ? Comment l'Italie a-t-elle été touchée par une forme unique d'inégalité destructrice ? Et enfin, le modèle économique du pays est-il tout simplement incompatible avec le nouvel environnement mondial dans lequel il se trouve ? L'économie italienne a atteint son apogée en 2008. Depuis lors, elle a essentiellement stagné, avec un lent déclin global. Elle a perdu environ 20% de sa production économique nominale au cours de la dernière décennie. Si l'on remonte plus loin dans l'histoire, on s'aperçoit toutefois que cette situation n'est pas réellement nouvelle pour l'Italie. Son économie actuelle est la continuation d'une tendance qui se répète dans le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier a connu des décennies de croissance rapide, entrecoupées de décennies de stagnation presque totale, et dans de nombreux cas de croissance négative avant de renouer de nouveau avec la croissance. La production économique n'est qu'une mesure de la santé d'une économie. Or, même un graphique aussi basique que celui-ci raconte une histoire très intéressante sur la façon dont l'Italie s'est retrouvée dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. L'Italie était historiquement l'économie industrielle la plus puissante de toute l'Europe, avant d'être dépassée par les Pays-Bas et l'Angleterre, lorsqu'ils sont devenus des puissances coloniales mondiales. Même après cela, et bien qu'elle se soit industrialisée plus lentement que d'autres grandes puissances européennes comme la France et l'Allemagne, l'Italie, sous ses différentes formes, est restée dans le top 5 des économies européennes pendant des milliers d'années. Sa position géographique stratégique, protégée par les montagnes au nord, mais avec un accès facile à la Méditerranée pour la pêche et le commerce dans toutes les autres directions, a fait de la région un endroit idéal pour l'épanouissement de la civilisation. C'est aussi vrai pour son économie aujourd'hui qu'en l'an 500 avant Jésus-Christ. L'économie de l'Italie telle qu'elle existe aujourd'hui a réellement démarré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le pays a été essentiellement reconstruit à partir de décombres. Les industries de guerre ont en effet été reconverties en industries nationales avec l'aide et sous l'œil attentif des États-Unis. Par le biais du plan Marshall, les États-Unis ont investi des milliards de dollars dans la reconstruction de l'Europe occidentale. Cela s'est produit dans les années 1950, une époque où les milliards de dollars comptaient réellement dans les budgets gouvernementaux. Ces dépenses étaient en partie motivées par la nécessité de créer une nouvelle clientèle capable d'acheter tous les biens produits par le secteur industriel américain, mais elles visaient surtout à reconstituer des alliés forts et dépendants afin d'enrayer la propagation du communisme en provenance de l'Union soviétique. Les États-Unis ont également déployé des efforts de reconstruction similaires en Corée et au Japon, dans le même but,
enrayer la propagation de l'influence communiste en provenance de la République populaire de Chine. Le pays ne partait pas d'une position très favorable, mais ses efforts de reconstruction ont débouché sur une longue période de croissance soutenue. Toutefois, sous la surface, des tensions politiques persistaient, entraînant une série de problèmes intérieurs très graves, comme l'attentat à la bombe de 1980 contre la gare de Bologne, qui reste aujourd'hui encore l'un des attentats les plus meurtriers jamais perpétrés en Europe. Ces tensions politiques ont été à bien des égards la cause d'autres problèmes économiques dans le pays et ont été simultanément accélérés par ces derniers. Si l'on se fie aux chiffres de la production économique, l'Italie semblait très bien se porter, mais il est relativement facile d'augmenter la production en contractant de nombreuses dettes pour financer de grands projets de développement. Cela est d'autant plus vrai lorsque la principale puissance mondiale était plus que disposée à prêter de l'argent pour stopper la propagation du communisme. Le défi consistait à utiliser ce développement pour produire durablement de la valeur pour l'économie nationale et les marchés d'exportation, ce que l'Italie avait du mal à faire. Une fois que les efforts de construction et de reconstruction ont ralenti ou n'ont plus pu être financés, l'économie italienne est entrée dans sa première décennie moderne de stagnation, bien que celle-ci n'ait duré que 6 ans environ. Pendant cette période, le gouvernement italien a dû faire face à un chômage de masse, à une dette importante et à une inflation élevée. Il a également dû affronter des défis extérieurs tels que l'augmentation des coûts de l'énergie pour les combustibles fossiles, dont ces jeunes industries étaient devenues fortement dépendantes. Même s'ils ne sont pas agréables à vivre, les ralentissements économiques sont une bonne occasion pour un pays de changer de politique et de réduire les activités qui sont à l'origine du problème. C'est exactement ce qui s'est passé au cours de cette première stagnation. Le pays s'est restructuré, s'est détourné de la construction d'infrastructures et s'est davantage concentré sur l'utilisation de ces dernières pour créer des produits qu'il pourrait vendre dans le monde entier. Il a également adopté des réformes telles que l'indépendance de sa banque centrale, qui a été autorisée à relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Dans le même temps, les lois relatives à l'indexation des salaires ont été assouplies. L'indexation des salaires n'est pas très répandue aujourd'hui, principalement en raison des problèmes de marché qu'elle entraîne. Cependant, il s'agit d'une règle qui signifie que les salaires suivent l'inflation quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas ce qui a été convenu initialement dans le contrat de travail. À première vue, cela semble juste. Si l'inflation est élevée, il n'est peut-être pas normal que les travailleurs aient moins de pouvoir d'achat simplement parce qu'ils ont convenu d'un salaire fixe. Un salaire indexé pourrait leur permettre d'acheter beaucoup plus. Mais le problème est que cette indexation automatique des salaires accélère l'un des processus les plus dangereux de l'économie, à savoir la spirale des prix salariaux. Si l'inflation est élevée, les travailleurs exigeront des salaires plus élevés pour suivre l'augmentation du coût des biens et des services qu'ils doivent acheter. Si les entreprises acceptent de payer ces salaires plus élevés, elles devront augmenter leurs prix pour maintenir leur rentabilité, et ces prix plus élevés provoqueront à nouveau de l'inflation. La seule chose qui sauve beaucoup d'économies de cette situation est le décalage entre l'inflation et la demande de salaires plus élevés. Si l'inflation est faible, de nombreuses personnes ne se rendront même pas compte que leur salaire ne suit pas. C'est terrible pour elles, mais agit comme une force modératrice dans l'économie. Et si les salaires suivent automatiquement l'inflation, comme c'était le cas en Italie à cette époque, ce processus, connu sous le nom de spirale des prix salariaux, devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus difficile à corriger. La stagnation a sans aucun doute été douloureuse pour l'Italie. Mais en imposant certains changements nécessaires, elle est redevenue l'une des économies à la croissance la plus rapide, non seulement dans le monde, mais aussi dans l'histoire. En l'espace de 7 ans seulement, entre 1985 et 1992, l'Italie a triplé sa production économique grâce à un boom industriel axé sur les exportations. À cet égard, le pays dispose d'un avantage majeur qu'il est difficile de déceler à la seule lecture des chiffres économiques. Les clients internationaux paient une prime pour les produits fabriqués en Italie parce que le pays avait, et a toujours, une solide réputation de savoir-faire et de compétences de haute qualité. Cette réputation s'applique pour la production d'à peu près tout, des voitures rapides aux sacs à main de luxe en passant par des produits comme l'huile d'olive. Si un produit exporté porte le logo « Made in Italy », son prix peut être plus élevé que celui d'un produit concurrent provenant de la plupart des autres pays du monde, et un grand nombre de consommateurs seront toujours prêts à le payer au prix fort. Certains pays doivent prendre des mesures extrêmes à chaque fois qu'ils en ont l'occasion pour être moins chers qu'une longue liste de rivaux internationaux. Ils font cela afin de pouvoir fournir les produits les moins chers et donc les plus compétitifs sur le marché mondial. Le fait que l'Italie puisse ajouter autant de valeur, si ce n'est plus, en produisant simplement des produits à l'intérieur de ses frontières, est un avantage énorme dont seule une poignée d'autres pays dans le monde peuvent réellement profiter. Cette période faste n'a malheureusement pas duré éternellement. En effet, la période de croissance rapide a de nouveau entraîné des problèmes sous-jacents dans l'économie italienne. La dette a recommencé à augmenter car le gouvernement et la population ont commencé à emprunter de manière irresponsable pour parier sur une croissance future encore plus forte. Le pays a également connu des problèmes d'évasion fiscale. Les petites industries, qui ont constitué l'épine dorsale du miracle italien de l'exportation, étaient notoirement difficiles à taxer.
De plus, le fait de tirer parti de la faiblesse des contrôles gouvernementaux et des échappatoires mal planifiés pour payer peu ou pas d'impôts est presque devenu un passe-temps national. Dans l'ensemble, réduire la fiscalité et les restrictions gouvernementales tout en augmentant les dépenses par le biais de la dette est une politique économiquement expansionniste classique, qu'on le veuille ou non. Même si le gouvernement n'avait pas nécessairement l'intention de le faire, c'est probablement ce dont le pays avait besoin pour sortir de l'ornière dans laquelle il se trouvait dans les années 1980. Mais pour entrer dans la zone euro et être autorisé à utiliser la nouvelle monnaie de l'Union européenne, l'Italie a dû mettre de l'ordre dans ses affaires. Elle a dû réduire son niveau d'endettement et faire en sorte que ses citoyens paient leurs impôts. Le renforcement de la réglementation, la réduction de la dette et l'augmentation des impôts ont pour effet de retirer de l'argent de l'économie, ce qui, même si c'était la bonne chose à faire, a freiné la croissance économique. Pendant le reste des années 1990, l'économie italienne est donc à nouveau entrée dans une période de stagnation de près de 10 ans. Heureusement pour le pays, l'adoption de l'euro en 1999 lui a offert une occasion en or de renouer avec la croissance. Après une brève accalmie, le pays, dans ce qui devenait un thème récurrent, a plus que doublé sa production économique en moins de 10 ans, redevenant ainsi l'une des économies avancées à la croissance la plus rapide au monde. L'entrée dans la zone euro lui a en effet permis d'attirer plus facilement des investissements venant de l'étranger, des travailleurs étrangers et de nouveaux acheteurs pour ses produits. De plus, ses partenaires commerciaux n'ont pas eu à s'inquiéter du risque de change lié à l'instabilité notoire de la lire. Les avantages de la zone euro ont également coïncidé avec la poursuite du développement général de l'industrie manufacturière italienne et avec l'essor d'industries telles que le tourisme. Puis, bien sûr, le pays a été frappé par la crise financière mondiale et la crise de la zone euro, et depuis lors, il est tombé dans une nouvelle période de stagnation. Cependant, cette fois-ci, au lieu de durer moins d'une décennie, comme à son habitude, cette nouvelle crise dure depuis près de 15 ans. Si nous avons passé autant de temps à explorer les détails de l'histoire économique unique de l'Italie, faite de boom et de plateaux, c'est parce qu'elle soulève une question évidente pour le pays. Peut-elle connaître un nouveau boom ? Évidemment, personne ne peut prédire l'avenir, et encore moins les économistes. Cependant, si l'histoire se répète, il semble que l'Italie soit sur le point de gravir une nouvelle marche de cet étrange escalier de production économique. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Il y a en effet une série de nouveaux défis qui se combinent avec les mêmes vieux défis historiques qui rendent improbable un retournement de situation pour l'Italie. Elle a aussi l'une des populations les plus âgées du monde et une grande partie de sa main-d'œuvre est proche de la retraite. Ce n'est pas nécessairement un problème en soi, mais le taux de natalité de l'Italie est faible, de sorte que les jeunes ne rejoignent pas la population active pour compenser les départs. Cela finira, et il n'y a malheureusement pas de façon agréable de le dire, par épuiser les ressources. Ce problème a également été accéléré par le fait que l'Italie a l'un des taux les plus élevés de jeunes diplômés qui partent dans d'autres pays, dans lesquels ils peuvent gagner plus d'argent pour les mêmes compétences. Au début de l'année, nous avons eu la chance de nous entretenir avec le professeur Bilari de l'université Bocconi en Italie. En tant qu'économiste très respecté, et ayant une expérience directe de la formation de certains des étudiants les plus brillants d'Italie, il nous a donné un fantastique aperçu de ce problème. En réalité, l'Italie est un expéditeur net de diplômés plutôt qu'un récepteur net, et c'est l'un des parties dont le pays se plaint. Alors, nous aimerions attirer plus des gens avec un diplôme plutôt que de les laisser vivre dans d'autres pays. Je pense que du point de vue du pays, c'est un problème, surtout si vous êtes l'un des pays d'envoi. Cependant, laissez-moi dire deux choses à ce sujet. L'une est que du point de vue du niveau individuel, avoir plus de liberté de mouvement donne certainement la bonne incitation aux individus. Vous voulez construire une bonne vie, vous avez de bonnes idées. C'est fantastique pour le monde de laisser ces gens bouger. Le second, le point de vue est que nous devons comprendre du point de vue de la compétition pour le talent que les pays qui sont perdre ces individus, peut-être parce qu'ils ont tendance à être trop éduqués pour le niveau de l'économie dans ce pays, devraient réfléchir sérieusement aux opportunités offertes à ces individus dans un pays ou une région spécifique. L'adhésion à l'UE n'a fait qu'aggraver ce problème, car les étudiants italiens qui souhaitent aller travailler dans des pays comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas ou même le Luxembourg n'ont même pas besoin de demander un visa. En effet, la politique de l'UE permet aux travailleurs d'œuvrer depuis n'importe où dans les États membres. L'augmentation des salaires pourrait contribuer à endiguer cet exode de jeunes Italiens qualifiés, mais les industries du pays ne peuvent plus se permettre de rivaliser avec leurs plus grands concurrents européens.
elles ne sont tout simplement pas aussi productives. En effet, la taille moyenne des entreprises italiennes est nettement inférieure à celle des entreprises des autres économies européennes avancées. L'Italie compte en moyenne 3,6 travailleurs par entreprise, alors que la moyenne pour l'Europe occidentale est de 15, soit 4 fois plus. Dans les économies industrialisées, la taille est importante et les grandes entreprises sont capables de produire des articles plus spécialisés et à plus forte valeur ajoutée. Dans la plupart des industries très avancées, l'avantage marginal lié à l'ajout d'un travailleur supplémentaire est positif. Il permet en effet à chaque travailleur de l'entreprise de se concentrer sur un aspect de la production et de le faire de manière optimale. Étant donné que l'automobile est l'une des principales industries italiennes, et probablement la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils évoquent l'industrie manufacturière italienne, elle constitue un excellent exemple. 10 entreprises, dont chacun des employés fabrique une voiture à partir de zéro, produiront moins de voitures en un an qu'une entreprise dont les 10 employés se concentrent chacun sur une partie de l'assemblage de cette dernière. Si un employé se contente de construire le moteur, il peut devenir expert dans ce domaine. L'entreprise qui emploie 10 personnes peut également dépenser 10 fois plus en outils pour ses travailleurs. Cela signifie que, même si cela revient exactement au même montant individuel pour chaque employé, les outils seront plus spécialisés. Le travailleur qui se contente de fabriquer des moteurs peut recevoir des outils spécialement conçus pour cette tâche, alors qu'un travailleur qui doit fabriquer une voiture entière devra répartir son budget d'outillage sur tout ce qui est nécessaire à la fabrication de la voiture. Cela le rend moins spécialisé et, en fin de compte, moins efficace. Les outils nécessaires à la construction des voitures sont une chose, mais les entreprises italiennes n'ont pas investi dans la technologie. Les ordinateurs et les technologies connexes ont considérablement augmenté la valeur économique qu'un travailleur peut produire au cours d'une journée donnée. L'exemple classique est qu'un comptable utilisant un outil de base comme Excel peut produire le même nombre de rapports financiers que 10 comptables utilisant un boulier. Les petites entreprises italiennes ont pris du retard par rapport au reste de l'Europe occidentale dans l'adoption de la technologie, et l'Europe occidentale elle-même a pris du retard par rapport aux États-Unis et à de nombreuses économies asiatiques. En plus de rendre les industries existantes plus efficaces, la technologie est devenue une industrie massive en soi, la majorité des plus grandes entreprises du monde étant des entreprises technologiques. D'une certaine manière, l'Italie bénéficie de ces industries artisanales, car elle l'aide à maintenir sa réputation de pays où les entreprises privilégient la qualité plutôt que la quantité dans la production de biens de luxe. Cependant, des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne parviennent au même résultat sans faire le choix de sacrifier la taille des entreprises. L'entreprise allemande Mercedes emploie un nombre de travailleurs similaire à celui de Fiat en Italie. Cependant, les voitures Mercedes sont beaucoup plus haut de gamme et génèrent des marges à l'exportation beaucoup plus élevées que les voitures économiques. Il est également plus difficile de taxer un grand nombre de petites entreprises qu'un petit nombre de grandes entreprises, ce qui met en lumière un autre problème de l'économie italienne. Le marché noir en Italie est exceptionnellement important pour une économie avancée, et malgré sa réputation, la plus grande partie n'est pas due à la mafia. Il s'agit simplement d'entreprises non officielles qui opèrent sur des marchés gris pour contourner les réglementations et échapper à l'impôt. Dans le passé, jusqu'à 25% de l'économie du pays était constituée d'industries du marché noir. Aujourd'hui, ce chiffre est plutôt de l'ordre de 12%, ce qui est une amélioration, mais reste assez mauvais. Cela ne coûte pas seulement à la nation des recettes fiscales potentielles, mais contribue également à des problèmes sociaux. Si l'économie informelle reste aussi importante, c'est en partie parce que les gens n'ont pas beaucoup d'autres options. L'Italie est une économie avancée, mais son taux de pauvreté est l'un des plus élevés d'Europe, en particulier dans le sud du pays, qui est nettement plus pauvre que le nord, qui, comme nous l'avons déjà exploré, est toujours en proie à des difficultés. Malheureusement, l'Italie se trouve aujourd'hui dans une situation caractérisée par un taux de chômage élevé, une production économique stagnante, une population vieillissante, des industries non compétitives, de faibles recettes fiscales, une dette élevée et des paiements d'intérêts croissants sur cette dette. Elle a également moins de contrôle que par le passé sur sa propre monnaie. Si le pays augmente les impôts et réduit les dépenses pour tenter de réduire le fardeau de sa dette, il écrasera ses industries locales qui sont déjà en difficulté. S'il emprunte davantage, il risque de se mettre en faillite. S'il ne fait rien, la situation ne fera probablement qu'empirer. L'économie et la plupart des sciences partent du principe que nous nous dirigeons vers une version idéalisée de l'avenir, car c'est exactement ce qui s'est passé au cours des 2 derniers siècles. Le monde est aujourd'hui des milliers de fois plus riche qu'au début de la révolution industrielle, mais cela a été l'exception plutôt que la norme. L'Italie vient s'ajouter à la longue liste des économies avancées qui ont de plus en plus de mal à être compétitives dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle. Ce n'est pas parce qu'elle a connu une forte croissance par le passé que cette dernière est garantie pour l'avenir.
L'Italie a, à bien des égards, surinvesti dans les infrastructures, ce qui est une erreur sur laquelle nous avons déjà réalisé une vidéo entière. Comme toujours, nous ne voulons pas trop nous répéter, donc nous allons juste vous laisser un lien pour aller visionner cette dernière. Vous devriez pouvoir cliquer dessus à l'instant. Merci d'avoir regardé.